La Russie commence à se déchirer de toutes parts. Cloud prépare un nouveau plan de guerre. Moscou se voit promettre de nouveaux cadeaux loin à l'arrière, tandis que la stabilité de l'empire de Poutine craque de toutes parts. Même les alliés se détournent indifféremment du dictateur. Les drones russes sont condamnés. Plus de dizaines de milliers de drones ont été détruits, et ce n'est que le début. Cloud relance la guerre. L'Ukraine renforce son armement à longue portée, tandis que la Russie perd simultanément son arrière, son influence et sa foi en la victoire. Tous les détails les plus brûlants, tout de suite. Bonjour, c'est Ukraine aujourd'hui. Je suis Maria Farafonova et voici les dernières actualités. Khmara prépare un nouveau plan de guerre et il semble qu'il s'agisse de changements là où les problèmes sont les plus importants. Lors d'une réunion à huis clos de la commission parlementaire, Yevhen Khmara, accompagné de son équipe, a présenté aux députés sa vision des actions futures. Les détails de la réunion ne sont pas divulgués, mais certaines priorités sont déjà connues. Parmi les axes principaux figurent les paiements aux militaires, les achats de défense, la réforme des centres de recrutement territorial et la rétention des spécialistes qui travaillent déjà à la restructuration du système. En d'autres termes, le ministère de la Défense semble vouloir non pas tout recommencer à zéro, mais résoudre rapidement les problèmes les plus critiques. Mais il y a un point particulièrement désagréable pour la Russie, les frappes à longue portée. L'Ukraine prévoit de renforcer ses capacités à frapper l'arrière-garde russe, tout en augmentant parallèlement la production de ses propres armes. Si cette direction reçoit effectivement des ressources supplémentaires, les installations russes situées loin derrière le front seront encore plus menacées. Pour l'instant, le plan complet de Khmara reste confidentiel, mais ses contours sont déjà visibles. Les achats, les centres de recrutement, TTK, la production d'armes et les frappes contre la Russie. Et maintenant, la question principale est, à quelle vitesse tout cela va-t-il se mettre en place ? Pendant ce temps, l'Ukraine n'est pas la seule à préparer un plan de guerre. L'OTAN va-t-elle raser Kaliningrad ? Au Kremlin, ils ont déjà de quoi s'inquiéter. Poutine osera tester la solidité de l'alliance et pourrait recevoir une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Kaliningrad sera la première cible et la suite sera encore pire. La guerre pourrait s'étendre bien au-delà du front. Et pendant que le Kremlin tente d'effrayer l'OTAN, l'Ukraine frappe déjà la Russie loin derrière ses lignes. Les flamingos deviennent un problème de plus en plus important pour Moscou. Et ce n'est que le début. Plus de détails à ce sujet dans la suite. Attaque sur Kaliningrad. L'OTAN calcule déjà ce qu'il faudra faire si Poutine décide de tester la solidité de l'alliance. Et le scénario pour le Kremlin s'annonce extrêmement désagréable. Une attaque russe contre les pays baltes et la réponse de l'OTAN ne se contenterait pas de protéger ses alliés, mais lancerait une contre-attaque à grande échelle dont la première cible serait Kaliningrad, après quoi la guerre pourrait rapidement se déplacer bien au-delà du front, directement au cœur de la Russie. Et c'est là que commence un véritable cauchemar technologique pour l'armée russe. Les systèmes de missiles, l'aviation et les drones de l'OTAN doivent se transformer en une sorte de balai qui, dans un premier temps, balayera les systèmes russes à Kaliningrad, puis atteindra également des cibles au plus profond de la Russie. Et le long des frontières, avec la Fédération de Russie et la Biélorussie, une zone de défense autonome entière pourrait être créée, une sorte de clôture numérique où, au lieu de barbelés, des drones et des robots monteraient la garde. Mais le plus intéressant a été caché encore plus profondément. Selon ce scénario, des personnes prêtes à aider à frapper la machine de guerre de Poutine de l'intérieur pourraient apparaître en Russie même. Il s'agit d'impliquer des Russes opposés au Kremlin dans des opérations contre des aérodromes clés, des entreprises de défense, des ponts et des chemins de fer. En d'autres termes, Moscou pourrait potentiellement faire face non seulement à une guerre à ses frontières, mais aussi à une très mauvaise surprise sur ses propres arrières. Et ensuite, un scénario qui pourrait faire tiquer l'état-major russe. Un pont aérien pour livrer des drones et des systèmes robotisés au cœur de la Russie. Alors que les généraux du Kremlin comptent traditionnellement les chars et les missiles, des machines pourraient être utilisées contre eux, des machines qui n'ont besoin ni de sommeil, ni de vacances, ni de médailles pour héroïsme. La finalité de ce scénario est extrêmement ambitieuse, repousser les troupes russes jusqu'à la frontière internationalement reconnue. Et si le Kremlin osait vraiment un jour tester la solidité de l'OTAN, la réponse, à en juger par le plan décrit, pourrait s'avérer très différente de celle que dépeignent les propagandistes russes. Mais si cela n'est pour l'instant qu'au stade de projet, les redoutables missiles ukrainiens sont, eux, bien réels dès maintenant. Et à cause d'eux, une véritable panique s'installe en Russie. Il n'y a pas si longtemps, le Kremlin assurait que sa défense antiaérienne contrôlait prétendument tout. Désormais, les analystes russes se sont mis eux-mêmes à compter les flamants roses ukrainiens, et les chiffres deviennent de plus en plus désagréables pour eux. Car le problème, semble-t-il, n'est plus que quelques missiles atteignent la Russie, mais qu'ils pourraient devenir de plus en plus nombreux. Les missiles ukrainiens apparaissent
de plus en plus souvent dans les rapports russes, et le ministère russe de la Défense annonce à maintes reprises leur prétendue destruction. Mais le simple fait que ces missiles figurent constamment dans les rapports russes montre déjà que l'intensité des frappes augmente, et le Kremlin le voit parfaitement. Plus important encore, les cibles elles-mêmes changent. Les Flamingos atteignent désormais des objectifs directement liés au complexe militaro-industriel russe. Parmi les cibles déclarées figurent le Centre spatial de recherche et de production Progress, l'Institut de recherche pan-russe Progress, l'usine Titan Barikadi, l'entreprise Avitech, ainsi que l'usine Votkinsk Promsynthèse et le terrain d'essai de Kapustin Yar. En d'autres termes, il ne s'agit plus d'objectifs aléatoires. Les armes ukrainiennes à longue portée atteignent systématiquement ce qui aide la Russie à mener la guerre. Et le pire pour le Kremlin, semble-t-il, c'est que ce n'est que le début. Les analystes russes tentent déjà eux-mêmes de suivre la dynamique des frappes et de comprendre quelle pourrait être l'ampleur de la production de missiles ukrainiens. Car lorsque l'ennemi commence à frapper non pas avec des missiles isolés, mais de plus en plus fréquemment, la question change. Il ne suffit plus de déclarer que tout a été abattu. Il faut expliquer pourquoi ces missiles continuent de voler et pourquoi ils pourraient devenir de plus en plus nombreux. Nos drones ne sont pas en reste non plus. À cause d'eux, la région de Moscou a de nouveau été secouée par des explosions. Des dizaines de drones se sont dirigés vers la capitale russe. Et tandis que les responsables faisaient traditionnellement état du succès de la défense antiaérienne et de la chute de débris au sol, la situation s'est avérée bien plus intéressante. À Pavlovski Posad, à environ 67 km de Moscou, un immeuble résidentiel a pris feu après l'intervention de la défense antiaérienne russe. Des chaînes de surveillance ont rapporté que la défense antiaérienne russe, en tentant de repousser l'attaque, a ouvert le feu directement au-dessus de zones densément peuplées, et dans la région de Kub-Ubinke, les habitants ont signalé une série de puissantes explosions. Et c'est particulièrement intéressant car un aérodrome militaire y est situé. Des informations préliminaires ont également fait état d'un possible impact sur une raffinerie. Et ensuite, les problèmes ont commencé pour tout Moscou. En raison de l'attaque massive, une perturbation à grande échelle est survenue dans le hub aérien de Moscou. Vnukovo, Domodedovo et Joukovski ont suspendu les arrivées et les départs de vol. En fait, seul l'aéroport de Cheremetyevo a maintenu un fonctionnement normal. Pour une métropole qui a tenté pendant des années de se convaincre que la guerre était quelque chose de lointain, c'est déjà un signal très révélateur. Et pour couronner le tout, une frappe sur la logistique. Près de Moscou, le complexe Wildberries d'Atlant Park a été endommagé. Cela prouve que les cibles ne sont plus seulement militaires, les entreprises et consommateurs moscovites subissent désormais aussi des perturbations. Et c'est, semble-t-il, exactement ce que le Kremlin voulait éviter à tout prix. La guerre cesse progressivement d'être une simple image télévisée sur un front lointain. Les explosions, les aéroports fermés, les incendies et les perturbations logistiques rappellent de plus en plus aux habitants de la région de Moscou qu'il ne sera pas possible de rester à l'écart. Mais il semble que l'Ukraine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pendant qu'en Russie on compte nerveusement les drones et les missiles, à Kiev, on détermine déjà où exactement pourraient frapper les prochaines attaques à longue portée. Zelensky a déclaré que les priorités pour de telles attaques d'ici septembre étaient déjà définies. Et avec le ministre de la Défense par intérim, Yeven Kmara, il a discuté des financements supplémentaires, des moyens et des nouvelles frappes nécessaires à l'Ukraine. Et ce n'est pas tout. Selon le président, l'Ukraine coordonne parallèlement de nouveaux paquets de sanctions avec les services de renseignement, les diplomates et les services spéciaux de ses partenaires. Et il ne s'agit pas simplement de nouvelles restrictions sur le papier. Kiev cherche des moyens de couper à la Russie l'accès aux composants et ressources critiques qui permettent au Kremlin de poursuivre la guerre. Pour Moscou, la situation devient de plus en plus sombre. Alors que le ministère russe de la Défense fait état de nouveaux missiles abattus, l'Ukraine renforce ses capacités de frappe, définit de nouvelles cibles prioritaires et tente simultanément de couper l'oxygène à la Russie par le biais de sanctions. Et si le rythme de production des armes longue portée ukrainiennes continue réellement de croître, il pourrait devenir de plus en plus difficile pour les Russes de compter les salutations enflammées des forces armées ukrainiennes. Il vaudrait donc mieux pour Poutine, pour ainsi dire, de ne pas bouger, ni du côté de l'Ukraine, ni du côté de l'OTAN, car chaque réponse suivante sera encore plus terrible et encore plus explosive. La Russie est submergée par une vague de mécontentement. En apparence, tout est calme, les magasins sont ouverts, les gens vont travailler. La télévision continue de parler d'une grande victoire. Mais sous cette façade, la foi en l'avenir s'effrite peu à peu. Les prix augmentent, de plus en plus de gens craignent de perdre leur emploi et l'optimisme s'effrite. Les Russes font encore preuve de patience, économisent et s'adaptent, mais ils croient de moins en moins que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et cela porte déjà un coup au principal mythe de la propagande du Kremlin.
Pendant des années, on a vendu aux Russes un conte de fées simple. Encore un peu de patience et la guerre sera finie. Le pays deviendra plus fort et la vie s'améliorera radicalement. Désormais, ce conte de fées commence à se fissurer de toutes parts. Plus de 60% des personnes interrogées s'attendent à ce que la guerre se poursuive et les espoirs d'une amélioration économique rapide s'amenuisent. Et le plus douloureux, c'est que les Russes commencent peu à peu à diverger du Kremlin sur la question de la guerre. Les partisans de négociations de paix sont déjà plus de 2 fois plus nombreux que ceux qui souhaitent la poursuite des hostilités. Et en réponse, le pouvoir ne fait que serrer davantage la vis. Arrestations, persécutions, peine de prison de plusieurs années pour les opposants. Mais la répression ne peut annuler ni la hausse des prix, ni la peur pour son emploi, ni la fatigue, ni la disparition de la foi en un avenir radieux promis. Le Kremlin peut continuer à faire semblant que tout est sous contrôle, mais un mélange explosif s'accumule déjà à l'intérieur. Désillusion économique, lassitude face à la guerre, apathie et demande de changement. Et il pourrait s'avérer que le front le plus dangereux pour Poutine n'est pas celui qui se trouve à des milliers de kilomètres de Moscou, mais celui qui se forme petit à petit sous son nez. Sur la scène internationale, ce n'est pas mieux. La Russie perd ses alliés. Le Kremlin est évincé de partout. La verticale d'influence russe a commencé à s'effriter. Hier encore, Moscou dictait ses conditions, aujourd'hui on l'envoie balader. Et le pire pour Poutine, c'est que ce processus est désormais impossible à arrêter. Les alliés fuient les uns après les autres. L'empire d'influence russe s'effondre sous nos yeux. Et que se passera-t-il quand les derniers se détourneront de Moscou? Plus de détails à ce sujet dans le reportage. La Russie perd tout. Les alliés prennent la fuite. Cette fois, Moscou pourrait perdre même là où, récemment encore, elle se considérait comme le maître. L'Ouzbékistan semble avoir décidé de ne pas acheter de Sukhoi 30 SM russes et se tourne plutôt vers les J-10CE chinois. Pour le Kremlin, ce n'est plus seulement un accord raté. C'est un nouveau signal que son équipement militaire cesse progressivement d'être le choix automatique, même dans les pays qui se trouvaient traditionnellement dans l'orbite russe. L'histoire est particulièrement révélatrice ici, car il y a quelques années, Tashkent menait des négociations avec Moscou pour l'achat de Su-30 SM. En 2019, les médias d'État russes avaient même fait état d'une demande officielle de l'Ouzbékistan et de la possibilité de financer cet achat par un crédit. Mais l'accord n'est jamais devenu réalité. Désormais, Tashkent semble miser sur les J-10CE chinois et il ne reste aux Russes qu'à observer un client potentiel se tourner progressivement vers un concurrent. Des soupçons concernant l'accord chinois sont apparus après la publication de photos d'un J-10CE qui pourrait être destiné précisément à l'Ouzbékistan. Une seule photo ne suffit pas pour une confirmation à 100%, mais les experts ont relevé un certain nombre de particularités sur l'appareil. Et plus tôt encore, des informations circulaient selon lesquelles Tashkent aurait déjà approuvé l'achat de 24 de ses chasseurs. De plus, les premiers appareils pourraient arriver dans un avenir proche. Mais pour Moscou, le plus douloureux n'est ni un seul chasseur, ni un seul accord. L'Ouzbékistan a déjà acheté des systèmes de défense anti-aérienne chinois, notamment les HQ-9, HQ-12 et FM-90. Et lorsque la question du renouvellement de l'aviation de transport s'est posée, Tashkent n'a de nouveau pas suivi la proposition russe et a choisi le C-390 Millennium brésilien plutôt que l'option russe. Hier encore, Moscou comptait sur sa prédominance en Asie centrale, mais aujourd'hui, les pays de la région choisissent entre la Chine, le Brésil et d'autres fournisseurs. Et si l'information se confirme, le Kremlin perdra un marché de plus et ce, pratiquement à sa porte. Un autre coup porté à l'influence russe est venu de la Turquie. Moscou avait autrefois vendu ses S-400 à Ankara, comptant sur une grande victoire stratégique et une influence renforcée sur ce pays membre de l'OTAN. Mais aujourd'hui, cette victoire risque de se transformer en ferraille très coûteuse. La raison, les F-35 américains. La Turquie souhaite réintégrer le programme de chasseurs, mais Washington pose une condition stricte. Les S-400 russes ne doivent plus faire partie de l'armée turque. Et c'est là que commence une véritable quête diplomatique. L'une des options est de retirer les systèmes du service, l'autre est d'essayer de les vendre à un pays tiers. Parmi les acheteurs potentiels, les Émirats arabes unis ont été mentionnés, mais selon les médias, les négociations sont au point mort. Et maintenant, imaginez l'ampleur de l'ironie. La Russie a promu pendant des années le S-400 comme l'un des systèmes de défense aérienne les plus puissants au monde. Et maintenant, la Turquie se retrouve face au choix de se débarrasser des systèmes russes pour obtenir des avions de chasse américains ou bien de les mettre tout simplement à la ferraille. En d'autres termes, ce que Moscou vendait comme un symbole de sa puissance militaire pourrait potentiellement finir sa carrière dans un centre de recyclage de métaux ordinaires.
Ainsi, le système russe, qui devait être un atout géopolitique pour le Kremlin, est devenu aujourd'hui pour Ankara le principal obstacle à l'obtention d'armes occidentales. Et si la Turquie finit par renoncer au S-400, Moscou recevra une gifle retentissante. Elle a vendu à son allié son meilleur système de défense anti-aérienne et au final, elle risque elle-même de le perdre en tant que client. La Russie perd rapidement de son influence à l'étranger et cela se voit à l'œil nu. Les pays qui, il y a peu encore, se tournaient vers Moscou avant de prendre des décisions importantes, agissent de plus en plus comme si la vie de la Russie n'était plus du tout une priorité pour eux. Et le principal catalyseur de ce processus est la guerre contre l'Ukraine. L'exemple le plus douloureux est la Syrie. Après la chute du régime de Bachar el-Assad, Moscou a perdu la position qu'elle avait construite là-bas pendant des années par la force des armes. Les installations russes à Meimim et à Tartous ne ressemblent plus à des avant-postes inconditionnels du Kremlin. Le nouveau pouvoir prend le contrôle de l'infrastructure et le format de la présence russe est en train de changer. Pour Moscou, c'est particulièrement désagréable car les bases syriennes étaient son principal pilier pour sa présence militaire en Méditerranée. Mais la liste ne s'arrête pas à la Syrie. Même la Serbie, longtemps qualifiée de l'un des partenaires les plus proches du Kremlin en Europe, fait preuve de plus en plus d'indépendance. Aleksandar Vučić a déjà reçu Volodymyr Zelensky et le simple fait d'un tel contact est un signal assez révélateur pour Moscou. Un autre coup dur, l'Asie centrale. Le Kazakhstan mène de plus en plus activement sa propre politique étrangère et appelle déjà ouvertement Moscou à mettre fin à la guerre. La Russie, habituée à considérer cette région comme sa zone d'influence, est désormais contrainte de tenir compte du fait que ses anciens partenaires ne sont pas pressés de soutenir le Kremlin sans réserve. Parallèlement, le Kazakhstan élargit sa coopération avec les États-Unis, allant des contrats avec Boeing au partenariat technologique et à l'approvisionnement en minerais critiques. Et dans le Caucase du Sud, l'ancienne formule russe échoue également. L'Arménie et l'Azerbaïdjan perçoivent de moins en moins Moscou comme un arbitre sans alternative. L'influence russe, qui semblait encore récemment être le fondement de l'équilibre régional, s'effrite progressivement et d'autres acteurs occupent déjà l'espace libéré. L'Azerbaïdjan a également continué à aider l'Ukraine, notamment en fournissant 40 tonnes d'équipements ferroviaires. Aliyev a exhorté Kiev à ne jamais accepter l'occupation de ses territoires. Bakou a également organisé une conférence consacrée à la politique coloniale russe avec la participation de représentants d'organisations circassiennes, Sakas et Bouriat. Au final, cela donne une image assez ironique. Le Kremlin a cherché pendant des années à présenter la Russie comme une puissance mondiale, capable d'influencer simultanément plusieurs régions du monde. Mais la guerre contre l'Ukraine s'est avérée si épuisante que Moscou commence à perdre du terrain là même où elle démontrait autrefois sa force. Et plus le Kremlin tente de gagner une guerre, plus il perd parallèlement sa propre bataille pour l'influence dans le reste du monde. Les drones de reconnaissance russes ne sont désormais plus sauvés, même par une altitude de plusieurs kilomètres. Les intercepteurs ukrainiens Stinger ont battu leur propre record 2 fois en août et le dernier drone russe a été abattu à une altitude de 7472 mètres. Il semble que les occupants tentent d'élever leurs yeux le plus haut possible pour les cacher de la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais les drones ukrainiens s'élèvent déjà à leur poursuite. Et ce n'est plus un exploit isolé. Depuis le début de l'année 2026, à l'aide de Stinger, les unités ukrainiennes ont détruit plus de 11 000 drones russes de différentes modifications, y compris des modèles à réaction. La Russie tente de changer de tactique. L'Ukraine la change encore plus rapidement. Le Stinger est un drone intercepteur ukrainien rapide, issu des Wild Hornets, utilisé par plus d'une centaine d'unités des forces de défense. Et désormais, pour la reconnaissance russe, l'altitude ressemble de moins en moins à un salut. Si l'intercepteur ukrainien atteint près de 7,5 km, la question n'est plus de savoir où se cacher, mais où fuir. Et la suite est choquante. Le Kremlin est en panique. L'Ukraine prépare une réponse qui pourrait changer la donne. Bombes guidées, balistiques, drones, l'Ukraine développe toute une gamme de nouvelles capacités. L'arrière russe est menacé. Les drones à longue portée atteignent déjà des endroits où Moscou se croyait intouchable. Et maintenant, l'essentiel. Une arme apparaît qui pourrait changer l'approche même de la guerre. L'Ukraine pourra-t-elle enfin briser la supériorité russe? Et que prépare-t-on exactement pour le front et l'arrière russe? Détails à suivre. Le front va changer au point d'être méconnaissable. L'Ukraine prépare une réponse aux bombes guidées russes. Les essais de la bombe aérienne guidée Virivnyuvak sont terminés. Et maintenant, ce n'est plus seulement un développement prometteur. L'armée ukrainienne achète officiellement cette nouvelle arme
Et surtout, le Virivnyuvak a été créé précisément pour réduire la supériorité russe dans l'utilisation des bombes aériennes guidées. Et ce n'est que le début. En Ukraine, une dizaine de nouveaux modèles d'armement aérien de précision sont en cours de développement en parallèle. Il ne s'agit donc plus d'une seule bombe expérimentale, mais de tout un domaine qui pourrait changer l'équilibre des forces dans les airs. Les forces aériennes ukrainiennes ont déjà effectué des centaines de sorties pour tester de nouveaux ensembles d'armements. La Russie a réussi à augmenter le rythme d'utilisation des bombes guidées, KAB. Si auparavant il était question d'environ 180 bombes aériennes par jour, les troupes russes en utilisent désormais plus de 300. C'est précisément pour cette raison que l'objectif ukrainien est extrêmement ambitieux. Ne pas simplement rattraper l'ennemi en quantité, mais équilibrer la situation en termes de qualité et à terme obtenir un avantage propre. Et maintenant, passons aux caractéristiques impressionnantes. Le Niveler a été doté d'une ogive pesant 250 kg et sa portée opérationnelle déclarée se situe entre 10 et 130 km. Cela signifie que l'aviation ukrainienne obtient la capacité de frapper des cibles bien au-delà de la ligne de front, sans se limiter à la ligne de contact immédiate. Un autre point important est le prix. La bombe guidée ukrainienne est près de 3 fois moins chère que le JDAM américain. Cela signifie que dans la guerre moderne, ce n'est pas seulement la puissance d'une arme individuelle qui compte, mais aussi la capacité à la produire et à l'utiliser en masse. Et ce n'est pas tout. Le chantage aux missiles russes pourrait, pour la première fois, se heurter à un système qui changera la donne. L'Ukraine, en collaboration avec ses partenaires européens, travaille sur Freya, un système conçu pour répondre à l'une des menaces les plus complexes de cette guerre, les missiles balistiques. Si le plan des développeurs fonctionne, Moscou perdra un avantage crucial, la possibilité de compter sur une pénurie de moyens d'interception ukrainiens. Aujourd'hui, les missiles balistiques représentent l'un des problèmes les plus coûteux pour l'Ukraine. Le principal fardeau de l'interception de ces cibles repose sur les patriotes, mais ces systèmes utilisent des missiles coûteux dont les stocks ne peuvent pas être reconstitués instantanément. La Russie peut tenter de jouer précisément là-dessus en lançant davantage de missiles, forçant ainsi la défense aérienne ukrainienne à épuiser ses intercepteurs rares. Freya est conçu pour proposer un modèle différent afin de rendre la défense antimissile plus facile à mettre à l'échelle. Et il ne s'agit pas seulement d'une histoire de missiles unique. La partie ukrainienne développe son propre intercepteur, le FP-7X, tandis que les participants européens au projet fournissent les technologies nécessaires au fonctionnement de l'ensemble du système. Radar, système de guidage, poste de commandement, électronique, tout cela doit être intégré dans un complexe unique. En fait, l'Ukraine et ses partenaires assemblent le système sur le principe d'un jeu de construction, où les composants individuels peuvent être produits dans différents pays. Et maintenant, le plus important, l'échelle. Selon les estimations des développeurs, le FP-7X pourrait potentiellement coûter environ 5 fois moins cher que le Patriot PAC-3. Pour une guerre où le nombre d'intercepteurs est crucial, la différence est colossale. Théoriquement, cela permet de constituer un stock de missiles beaucoup plus important et de couvrir davantage de directions sans gaspiller de munitions américaines, là où une alternative moins coûteuse peut être utilisée. Le projet dépasse d'ailleurs déjà les frontières de l'Ukraine. Plus de 10 pays européens et 13 partenaires industriels ont rejoint Freya. En d'autres termes, l'accent est mis sur une production distribuée, où les éléments critiques ne sont pas créés en un seul endroit, mais simultanément dans plusieurs pays. Pour la Russie, cela signifie une tâche beaucoup plus complexe. Une seule attaque ne pourra pas stopper l'ensemble de la chaîne de production. Cependant, il reste encore du temps avant une mise en service opérationnelle complète. Le FP-7X a déjà effectué son premier vol d'essai guidé, mais il reste encore à vérifier l'ensemble du système et à effectuer des tests contre une cible balistique. Chez Firepoint, on vise le milieu de l'année 2027 comme date importante pour cette étape. En attendant, l'arrière russe pourrait devenir un terrain de chasse encore plus vaste. L'Ukraine a reçu un nouveau drone longue portée, le Dovbush 40. Le ministère ukrainien l'a déjà autorisé pour une utilisation au sein de l'armée. Et ici, le problème principal pour la Russie n'est même pas le fait même de l'apparition d'un nouveau drone, mais sa portée. L'appareil est capable de rester en l'air plus d'une journée, ce qui change complètement la géographie de la guerre. Selon le ministère de la Défense, cette autonomie est suffisante pour atteindre l'Oural et la Sibérie occidentale. En d'autres termes, la distance elle-même, qui a longtemps semblé constituer une sorte de bouclier naturel pour l'arrière-pays russe, cesse progressivement de garantir la sécurité. De plus, le Dovbush 40 n'est pas simplement un appareil à longue portée.
Lors des essais, les développeurs ont noté une faible signature radar, un moteur efficace à injection électronique et une résistance aux effets des systèmes de guerre électronique russes. Par conséquent, la tâche pour la défense anti-aérienne et la guerre électronique russe devient encore plus complexe. Il ne suffit pas de voir le drone, il faut encore être capable de l'arrêter. Et le plus intéressant, c'est que le Dovbush peut remplir différents rôles. Il peut être utilisé pour la reconnaissance en profondeur derrière les lignes ennemies, le réglage de tir, les frappes de haute précision par largage de munitions ou directement comme drone d'attaque. En d'autres termes, une seule plateforme peut accomplir plusieurs tâches à la fois, selon ce qui est nécessaire pour une opération spécifique. Les surprises ne s'arrêtent pas là. C'est quelque chose auquel le Kremlin ne s'attendait certainement pas. Selon le Sunday Times, l'Ukraine aurait pu utiliser des drones britanniques au cours des derniers mois pour mener des frappes à longue portée sur le territoire russe. Il ne s'agit pas d'un épisode isolé. Des sources britanniques lient ces drones aux attaques contre les raffineries de pétrole russes. Parmi les armes qui auraient pu être utilisées, on trouve le drone à réaction Nian de la société britannique Callen Lens. Selon les informations du journal, de tels appareils auraient pu être utilisés lors de frappes contre des installations dans la région de Moscou, à Yaroslavl et à Volgograd. Les sources mentionnent également un autre drone britannique parmi ceux ayant participé aux attaques, mais son modèle n'est pas révélé. Et le Nian lui-même a une apparence assez inhabituelle pour un drone ordinaire. Il s'agit d'une plateforme à réaction avec une envergure de près de 3 mètres et une masse maximale au décollage de plus de 75 kg. Il est lancé dans les airs à l'aide d'une catapulte pneumatique et un turboréacteur lui permet d'atteindre une vitesse de croisière d'environ 220 km/h. Mais le plus intéressant, c'est la portée et la flexibilité de cette plateforme. Le rayon d'action déclaré dépasse les 250 km et sa conception permet d'adapter le drone à une mission spécifique et d'y installer divers équipements. En d'autres termes, il ne s'agit pas simplement d'un appareil qui vole dans une seule direction vers un point prédéfini, mais d'une plateforme qui peut être configurée pour différents scénarios. Il semble qu'il soit de plus en plus difficile pour la Russie de faire semblant que tout est sous contrôle. Ce que Moscou considérait depuis des années comme son avantage se transforme progressivement en une zone de risque. Et le pire pour le Kremlin, c'est que ce processus ne peut plus être arrêté. Il semble que l'arrière russe entre dans une nouvelle réalité où la distance ne signifie plus la sécurité et où la guerre frappe de plus en plus assurément aux portes de ceux qui, hier encore, pensaient qu'elle ne les toucherait jamais. Et vous, que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre avis dans les commentaires. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les actualités principales. À bientôt dans le prochain épisode.